Venons-en maintenant en Afrique de l'Ouest, venons plutôt au Sahel, avec le Niger, qui a pris récemment la décision de mettre fin à l'exploitation envisagée de la plus grande mine d'uranium, l'une des plus grandes mines d'uranium que la Terre connaisse. On parle même de la troisième plus grande mine d'uranium du monde, la mine d'Imouraren. Le Niger a décidé de retirer le contrat d'exploitation de cette mine à la multinationale française Orano. Je me suis intéressé aux réactions françaises à cette décision, et notamment à travers un article qui a été publié sur le site officiel France Info TV. C'est un article donc qui reflète la ligne de la diplomatie française. Je vais vous donner lecture de cet article et puis donner un commentaire. Parce que cet épisode nigérien est une véritable école. C'est une véritable école. Voyons un peu. Voyons un peu ce que dit ici la partie française. C'est vraiment très intéressant à analyser. Je vous commente à présent, je vous donne d'abord lecture de l'article de France TV, rendant compte de la décision, de l'événement de la décision nigérienne, en disant des choses qui ont attiré mon attention. Tous ces éléments sont à votre disposition sous l'annonce de l'émission. Vous savez, le docteur des preuves vous donne toujours les éléments d'appréciation avant même d'entrer dans l'analyse. Voilà, j'ai l'article ici. Alors ça, c'est l'article du Monde. Je veux plutôt l'article de France, voilà. France Info. Nucléaire. Le Niger retire au groupe français Orano le permis d'exploitation d'un grand gisement d'uranium. Le régime militaire de Niamey avait fixé un ultimatum à l'entreprise française pour lancer des travaux sur place, ce qu'elle affirme pourtant avoir entrepris. France Info avec AFP publie ceci, le 21 juin 2024. Le Niger a retiré le permis d'exploitation d'un important gisement d'uranium à l'entreprise française Orano, a annoncé le groupe anciennement baptisé Areva, jeudi 20 juin. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tension entre Paris et le régime militaire de Niamey, qui a plusieurs fois répété qu'il souhaitait revoir en profondeur le système d'exploitation des matières premières sur son sol par des compagnies étrangères. En réaction, le ministère français de l'économie a assuré que, citation, « la sécurité d'approvisionnement du pays n'est pas menacée, le gisement en question n'étant absolument pas critique ». Fin de citation. Le site d'Imouraren, dans le nord du Niger, est toutefois l'un des plus grands gisements d'uranium au monde, avec des réserves estimées à 200 000 tonnes. Son exploitation aurait dû débuter en 2015, mais la chute des prix de l'uranium sur le marché mondial après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 avait gelé les opérations d'Orano. Le Niger avait donné jusqu'au 19 juin à Orano pour lancer les travaux d'exploitation sur place. Selon l'entreprise française, les infrastructures du gisement étaient rouvertes depuis le 4 juin 2024 pour accueillir les équipes de construction et faire avancer les travaux. Fin de citation. Donc je note dans la réaction française 3 informations. Première information que je note, c'est que, en fait, l'autorisation d'exploiter ce site avait été donnée depuis 2011. L'autorisation d'exploitation de ce site avait été donnée à quel moment? Elle avait été donnée, en fait, au moins depuis 2010, elle avait été donnée. L'exploitation aurait dû commencer en 2015. Elle n'a pas été engagée. Et les autorités nigériennes ont renouvelé leur volonté de voir cette exploitation démarrer en 2024, en précisant de nouvelles conditions de démarrage de cette exploitation, qui, de leur point de vue, n'ont pas été remplies. Alors, la première question qu'on se pose en regardant l'information française, c'est mais pourquoi l'entreprise française Orano n'a-t-elle pas engagé l'exploitation de ce gisement énorme depuis autant d'années? On est en 2024. Pendant 10 ans, pourquoi la mine d'Imouraren n'a-t-elle pas été exploitée? Le motif qui est avancé, à savoir la fluctuation des prix de l'uranium dans le marché mondial, il ne tient pas debout. J'ai été regarder. Les prix de l'uranium sont depuis plusieurs années au plus haut niveau.
parce que l'uranium continue d'être l'une des ressources principales d'alimentation des centrales nucléaires. Les prix de l'uranium ont même augmenté depuis que les autorités nigériennes, les nouvelles autorités nigériennes sont au pouvoir. Mais pourquoi depuis plus d'1 an? Depuis plus de 10 ans, pratiquement. Pourquoi cette mine n'a pas été exploitée? On constate que la partie française avait décidé de mettre, pour ainsi dire, à l'état de réserve d'exploitation pour elle, cette mine d'uranium. Deuxième élément important. Le ministère français de l'économie dit que la sécurité d'approvisionnement de la France n'est pas menacée. En effet, puisque la France ne s'approvisionne pas uniquement au Niger. Mais c'est une information contradictoire, puisque par ailleurs, nous possédons l'information selon laquelle le Niger est le 3e plus grand fournisseur d'uranium de toute l'Union européenne. Je me pose la question de savoir comment on peut faire semblant de minorer la place de géant de l'uranium du Niger en prétendant que la fin de l'exploitation de l'uranium par la France au Niger ne remet pas en cause l'alimentation de la France en uranium. Comment peut-on dire cela au moment où on reconnaît par ailleurs que le Niger est le 3e fournisseur d'uranium de toute l'Union européenne? L'Union européenne, tous les pays européens réunis. Le Niger est le 3e pays qui les fournit en uranium. Un pays à plus de 70% dans l'obscurité et qui est le 3e fournisseur d'uranium de plus de 27 pays. Comment peut-on dire que quand ce pays décide d'arrêter cette fourniture aux conditions anciennes, il n'y a pas d'impact sur l'Union européenne et sur la France? Je trouve que cette réaction n'est pas fondée. Les faits attestent au contraire que la décision nigérienne va impacter et a commencé à impacter le coût de l'énergie nucléaire, eh bien, dans l'Union européenne, donc en France. Ça, c'est le deuxième point. Mais il y a un troisième point qui doit intéresser les Africains. Cette décision nigérienne est une école pour tous les pays africains détenteurs de ressources minières stratégiques. Qu'est-ce que le Niger nous enseigne? 1. Que tout pays africain dont le régime est uni au peuple et dont le régime accorde du prix à la question de la sécurité et de la défense, de la souveraineté de la sécurité et de la défense, collé à la souveraineté populaire, tout pays africain qui remplit ces deux préconditions, c'est-à-dire attachement au peuple et puis souveraineté de défense et de sécurité, peut renégocier à l'instant même où je vous parle tous les accords d'exploitation de ces matières premières et notamment les accords injustes. Je recommence cette idée, je vais l'exprimer de la façon la plus claire. Dès lors que, à la tête d'un pays, il y a des dirigeants qui aiment leur peuple et qui sont aimés par leur peuple, ça c'est la première condition. C'est ce que j'appelle la condition de souveraineté populaire. Il y a une deuxième condition, c'est que ces dirigeants se dotent d'un appareil de défense et de sécurité suffisamment contraignant et solide. C'est la deuxième condition. Dès que ces deux conditions sont remplies, n'importe quel pays africain aujourd'hui peut remettre en cause les accords d'exploitation iniques du pétrole, du gaz, de l'or, du diamant, du manganèse, du lithium, du plutonium, du coltan, de l'aluminium, tous les accords d'exploitation des richesses africaines qui pillent l'Afrique, qui maintiennent l'Afrique en situation de pauvreté et de dépendance, peuvent être dénoncés si deux conditions sont remplies par les dirigeants politiques. Première condition, le principe de souveraineté populaire. Il faut que les dirigeants politiques africains soient liés intimement à l'écrasante majorité de leur peuple. C'est la première condition. Tu ne peux pas prendre ces décisions si tu n'as pas ton peuple avec toi. Ton peuple derrière toi. Si tu n'es pas dans ton peuple, si tes intérêts ne coïncident pas avec ceux de ton peuple, tu ne peux prendre cette décision nulle part en Afrique. Mais il y a une deuxième condition. Il ne suffit pas que le peuple soit avec toi, que tu sois avec le peuple. Tu dois prendre des précautions sécuritaires et de défense. Parce que tu sais que quand tu vas prendre ces décisions, on va t'attaquer militairement. Tu seras l'objet de tentatives de coup d'État. Tu seras l'objet de rébellions. Tu seras l'objet d'attaques terroristes. Tu seras l'objet de harcèlement diplomatique, harcèlement médiatique, harcèlement aux droits de l'homme, harcèlement à la soi-disant démocratie. Tous les propagandistes embusqués derrière les puissances impérialistes vont se dresser contre toi. Tu dois te préparer à lutter. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont des laboratoires de la souveraineté africaine.
Qu'est-ce qui caractérise les trois régimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Ce sont des régimes dont les dirigeants ont décidé de vivre et de mourir avec leur peuple. De vivre et de mourir dans leur peuple. J'aime beaucoup une phrase du président Ibrahim Traoré récemment, quand il était allé visiter ses collaborateurs au siège de la radio-télévision du Burkina Faso. Il a dit ceci: nous, on est ici, chez nous. Nous, on est ici dans notre peuple, avec notre peuple. Matin, midi et soir, on ne fuit pas. On va fuir pour aller où? On n'a pas des comptes bancaires remplis de milliards cachés là-bas. Ils n'ont qu'à fouiller. Ils n'ont qu'à fouiller s'ils trouvent nos comptes là-bas. Nous, on n'a pas de compte chez quelqu'un. Tout pour nous est ici. Donc, quand vous avez des dirigeants qui n'ont pas volé l'argent public pour le cacher en Suisse, le cacher dans les paradis fiscaux, les îles Caïmans, le cacher au Moyen-Orient, le cacher dans des banques occultes. Quand vous avez des dirigeants dont tous les intérêts sont liés à leur peuple, des dirigeants qui sont transparents sur leur fortune réelle et qui ont leur seule garantie, c'est de vivre chez eux et de pouvoir mourir chez eux quand Dieu le voudra. Vous avez donc des dirigeants qui ont la plus grande confiance de leur peuple. Voilà pourquoi les peuples maliens, burkinabés et nigériens sont prêts à accorder de longues périodes de transition à ces dirigeants. Pourquoi? Parce que ce sont des dirigeants qui ont montré qu'ils aiment leur peuple. Le peuple africain a besoin de dirigeants qui aient le même sort et le même destin que lui. Mais ces dirigeants ont aussi compris qu'il était urgent de se doter d'un appareil de défense puissant. Et l'alliance des États du Sahel est d'abord, à l'origine, une alliance de défense. Si vous n'avez pas une alliance de défense, si vous n'avez pas des alliés militaires solides, et dans le cas d'espèce, eux, ils ont la Russie, ils ont la Chine, comme alliés militaires solides. Si vous n'avez pas d'alliés militaires solides, vous ne pouvez pas reprendre la main sur l'exploitation de vos richesses. Et ça, c'est ce que le Niger, le Burkina et le Mali nous enseignent. Regardons donc les autres pays africains. Par exemple, les pays d'Afrique centrale, comme mon pays natal, le Cameroun. Regardons, on parlait tout à l'heure de la République démocratique du Congo. Regardons des pays comme le Gabon, des pays comme la Guinée équatoriale, des pays comme le Congo-Brazzaville. Regardons des pays comme le Tchad. Regardons des pays comme le Togo, le Bénin. Regardons des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Regardons ces pays-là, objectivement. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parce que ces pays ont des dirigeants qui n'ont pas ce lien intime avec leur peuple? Donc, des dirigeants qui n'ont pas montré qu'ils aiment leur peuple, parce qu'ils ne tuent pas leur peuple. Des dirigeants à qui leur peuple leur montre qu'ils les aiment. Parce qu'à la moindre alerte, c'est tout ce peuple-là qui sort pour eux. Est-ce que vous ne voyez pas que ce qui manque dans tous ces pays que je viens de citer, c'est le lien fusionnel entre l'élite du pays et le peuple? Parce que l'élite des pays que je viens de citer n'est pas une élite révolutionnaire. C'est une élite héritière du système néocolonial. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de lien intime, il n'y a pas de lien amoureux entre leur peuple et eux. Il y a peut-être des liens amoureux entre leur clan, leur parti, leur mouvement politique et eux, parce que il y a ici une dépendance des prébendes. Mais on voit très bien que dans les pays en question, cette fusion entre le peuple et les dirigeants n'existe pas. Parce que les peuples savent très bien que les dirigeants ont des intérêts différents de ceux de leur population. C'est ce qui explique donc la fragilité militaire de ces pays. Comme il n'y a pas de lien fusionnel, de lien intime, de lien d'affection, d'amour entre les dirigeants et le peuple, entre le peuple et les dirigeants, dans les pays néocolonisés, il s'ensuit que leurs systèmes de sécurité ne sont pas non plus en symbiose avec le peuple. Et ce sont donc des systèmes de sécurité qui ne sont pas efficaces pour protéger le régime de telle façon que celui-ci prenne des décisions de souveraineté. Mais c'est la même situation même en Guinée-Conakry. Vous voyez très bien en Guinée-Conakry que le colonel, je dis colonel même, il est déjà général.
général si vite, à peine arrivé déjà général. Combien d'étoiles, je ne sais pas. Mamadi Doumbouya. On voit très bien qu'il y a un problème entre lui et le peuple guinéen. Il y a un vrai problème entre lui et le peuple guinéen, oui ou non? Les opposants politiques qui meurent en prison, là, c'est pas le signe que ça ne va pas en Guinée? Les militaires qui meurent en prison, c'est pas le signe que ça ne va pas en Guinée? Quelle est la symbiose entre lui et ce peuple? Quand on voit qu'il est ambigu dans sa politique internationale. Donc, tout pays dans lequel il y a des ambiguïtés fortes entre le peuple et les dirigeants n'est pas un pays qui peut avoir un système de défense et de sécurité fiable. Par conséquent, c'est un pays qui est condamné à faire les 4 volontés des puissances impérialistes, des puissances néocolonialistes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que je veux souligner ici. Le Niger, le Mali et le Burkina nous apprennent que tout commence par le lien avec les siens, par la relation d'homme à homme, entre les dirigeants et leur peuple, par le corps à corps, le face à face, l'intimité affective, l'amour partagé entre l'élite et le peuple. C'est à partir de cet élément psychologique, spirituel, moral, puissant, qu'on bâtit les grandes armées, les grands systèmes de défense et de sécurité, les véritables alliances géopolitiques et géostratégiques qui libèrent. Et c'est à partir de là qu'on peut prendre des décisions comme celles que le président Tiani a prises avec ses compagnons du CNSP, les décisions de souveraineté énergétique. Tout pays africain, aujourd'hui exploité, aujourd'hui victime de ces contrats iniques, des contrats négriers, coloniaux, néocoloniaux, peut rompre les chaînes comme le Niger, le Burkina et le Mali le font, à condition de remplir les 2 conditions. Les 2 conditions que j'ai dites. Le lien fusionnel entre le peuple et son élite révolutionnaire et la construction d'une armée populaire de défense en symbiose avec son peuple. Quand ces 2 conditions sont remplies, toutes les décisions qui libèrent sont possibles. C'est l'enseignement, à mon avis, qu'on doit pouvoir tirer d'ici. Alors, les arguments avancés par la partie française pour expliquer la rupture avec le Niger ne tiennent pas debout. Ça fait plusieurs décennies, pratiquement, que ce gisement devait être exploité pour que l'État nigérien soit bénéficiaire. Ça n'a pas été fait. Pourquoi? Mais parce que Areva, aujourd'hui appelé Orano, se comportait au Niger comme propriétaire de l'uranium. On signe, un État signe avec vous un accord pour que vous exploitiez, que vous lui donnez sa quote-part. 10 ans après, vous n'avez toujours pas exploité. Qu'est-ce que c'est? C'est de la foutaise. Un manque de respect abyssal. Aujourd'hui, le Niger diversifie ses sources de revenus. Il commence à vouloir vendre du pétrole. Vous vous embusquez derrière Patrice Talon pour empêcher le pétrole nigérien de sortir. Mais en même temps, vous voulez continuer à bénéficier des avantages de l'uranium nigérien. Nul ne peut se prévaloir de cette turpitude. On ne peut pas d'un côté encourager les mouvements de rébellion contre le Niger qui attaquent le pipeline, qui détruisent le pipeline, faire la propagande des organisations terroristes qui attaquent tout le Sahel, qui attaquent toute l'Afrique, et puis de l'autre côté, vouloir bénéficier de l'uranium, du pétrole et du gaz africain. Il y a là une contradiction dans les termes, une incongruité absolue. Je suis juste effaré que les gens ne voient pas qu'on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Certains vont même jusqu'à vouloir en plus la vache, la crémière, la bergère et le berger, le fermier et la fermière. C'est trop. C'est trop. L'Afrique dit que c'est trop. Ça suffit. Partout où les 2 conditions seront remplies, tous les contrats iniques doivent être dénoncés. Africaines, Africains de tout pays, ne nous laissons plus tromper par des dirigeants qui ont trahi les intérêts souverains de nos peuples depuis très longtemps et qui essayent de dévier, sur d'autres champs politiques les énergies contestataires de leur pays. Tous ces dirigeants d'Afrique dite francophone qui ont signé des accords iniques pour le pillage du bois, du pétrole, de l'uranium, du manganèse, de l'or, du diamant, du coltan. Tous ces dirigeants doivent être dénoncés par les peuples et combattus par eux. Ils n'ont plus d'excuses. L'Alliance des États du Sahel montre le chemin
Elle montre que impossible n'est pas africain. Que personne ne vienne dire au Cameroun, non, vraiment, le président, non, vraiment, il procède méthodiquement. Aucune méthode ne peut consister à faire piller son pays pendant plusieurs décennies au nom d'une soi-disant sagesse. Aucune. Le Niger, le Burkina et le Mali prouvent que la sagesse, c'est de servir son peuple. C'est de servir le bien commun. La sagesse, c'est de s'occuper d'aménager la terre africaine pour qu'elle favorise la transition des générations de la vie animale à la vie spirituelle à laquelle le Tout-Puissant peut nous destiner, si telle est sa volonté et s'il agrée nos efforts. Nous avons besoin d'une Afrique en paix, d'une Afrique prospère, d'une Afrique puissante. Nous avons besoin d'une Afrique respectée et nous ne pouvons pas continuer d'écouter les boniments de ces dirigeants qui nous promettent que cela arrivera plus tard, que cela viendra avec l'émergence, les grandes ambitions. Non! Africa want to be free now, not tomorrow, not tomorrow, chantait le Camerounais Georges Seba. Et quant à Sonny Okossens, il posait la question fondamentale. Who owns Papa's land? We want to know, who owns Papa's land? Qui est le propriétaire de la terre de nos ancêtres? Telle est la question. Si c'est nous, Africains, c'est nous qui devons décider. Si c'est nous, Africains, c'est nous qui devons décider, que personne ne vous dise d'attendre. Il n'y a rien à attendre. La terre n'est pas un banc de touche pour les peuples humains. Aucun peuple humain n'est venu accompagner un autre sur la terre. Tous les peuples humains se valent sur l'échelle juste de la création. Et c'est à chaque peuple humain de faire valoir son droit à une égalité, à une réciprocité, à une mutualité, à une respectabilité planétaire, ad vitam aeternam. Arrêtez d'écouter les discours des évolutionnistes politiques, soi-disant pragmatiques. On va d'abord commencer par ça, par ça, par ça. Non! La dignité n'attend pas. La liberté n'attend pas. La souveraineté n'attend pas. Elle doit avoir lieu ici et maintenant. Hic et nunc. Car nos existences, comme le disait Sonny Laboutansi, valent infiniment mieux que du pain beurré à la sardine. Qu'on arrête de vous emberlificoter, de vous endormir avec des raisonnements attentistes. Attendons, on verra. Après temps, on verra. Non, il n'y a pas d'après. Il n'y a pas d'après. La liberté est un acte. C'est un projet actualisé. C'est une lutte de chaque instant. Je ne veux pas être libre demain. Je suis libre maintenant et toujours. Que chaque Africaine et chaque Africain se le dise comme un mantra. Je ne veux pas être libre demain. Je suis libre maintenant et toujours. Il en sera ainsi partout et toujours. Où je suis, je serai libre. Tant que le Tout-Puissant m'accordera son vénérable souffle sous la forme humaine, je serai libre. Même dans les fers de la pire prison de la terre, je serai libre. Même mort, quand mon corps aura cessé d'héberger mon âme, je serai libre, car je suis libre. Il faut que cette transformation mentale s'opère en chaque Africaine et en chaque Africain. Soyons libres. Arrêtons d'acheter des crédits de liberté. Ouais, on verra. Ouais, grand prof, attendons, non? Ouais, allons doucement. Il n'y a pas d'aller doucement dans ça. L'humanité n'est pas un crédit. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le Dr Franklin Nyamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.